Bien voilà, à 19 heures précises, il est temps de lancer ce colloque. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir rejoints ici au centre de Ligue de Marc-en-Barœul pour assister au premier moment fort de cette semaine haut en couleur niveau tennis, pour assister à ce colloque intitulé Programme Tennis Santé, les atouts et bienfaits du tennis, qui s'adresse à vous, chers professionnels de santé, chers membres et dirigeants des clubs de la région. Je m'appelle Yann Cusack et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée qui va nous emmener jusqu'à 21 heures. Au programme, 3 tables rondes d'une quarantaine de minutes chacune. On va rentrer dans les détails dans quelques instants, mais pour bien lancer cette soirée, pour nous accueillir ici, voici le président de la Ligue de tennis des Hauts-de-France, Patrice Brûlé. Bonsoir Patrice. Très simplement, les objectifs de cette soirée, de ce colloque. Les objectifs, c'est parler de la santé, parler tennis. Voilà, c'est nos objectifs. L'objectif à nous, on s'est fixé, nous de la Ligue, c'est de faire un maximum. C'est pas simplement de parler du haut niveau, parler de tout ça, c'est parler de la santé, parler de l'inclusion. Ça fait partie de nos objectifs majeurs. Parler de la santé, des bienfaits évidemment de la pratique du tennis, en particulier dans le cas de certaines pathologies. On va voir ça tout de suite. Tout a commencé, cette aventure du tennis santé, elle a commencé en 2018. Fin 2018, et vous pouvez vous targuer d'un certain nombre de résultats probants. Voilà, fin 2018. Depuis fin 2018, on est parti grâce à Manu qui est un moteur chez nous. En fait, il faut des moteurs, c'est comme dans toute association. Si vous n'avez pas de moteur, la machine a du mal à se mettre en marche. Et bon, c'est un véritable moteur. On a quand même, on va dire maintenant, quasiment 50 clubs qui font du tennis santé. Il n'y a pas que le Covid. Dès avant le Covid, on était dans le tennis santé. 50 clubs, et puis on a aussi une fierté, c'est qu'on n'a pas que des clubs. C'est pour qu'il y ait des clubs, il faut aussi qu'il y ait des DE qui ont envie de faire du tennis santé. Voilà, tennis santé, pas que du tennis, le tennis santé. Et on est aussi fiers d'en avoir quasiment une centaine. Et je pense que, on va dire qu'on est un modèle parce que ça serait peut-être excessif, mais je pense que la Ligue de tennis des Hauts-de-France est quelque part, on va dire, un exemple de ce qu'on peut faire dans le tennis. Alors vous citiez la cheville ouvrière, le Manitou du tennis santé, Emmanuel Mas, on va le saluer, l'organisateur de cette soirée, de ce colloque. Salut Emmanuel. Et donc c'est bien parti depuis 2018 au niveau tennis santé, mais vous ne voulez pas vous arrêter en si bon chemin. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a en magasin pour les prochains mois, pour les prochaines années? C'est pas parce qu'on est à 50 qu'on va se satisfaire de 50, on a 500 clubs. Donc 50, vous allez dire, c'est 10%. Il faut des challenges, c'est comme dans tout. Le challenge, on va le citer, on va dire 100. Ça serait bien 100. On va dire, il faut avoir des objectifs, comme partout. On a des clubs qui s'y mettent. On a des clubs phares. On en a un dans les Flandres, on en a un sur la métropole. Donc en fait, c'est des vaisseaux. On va dire que c'est des vaisseaux amiraux. C'est très intéressant pour nous. Parce que le tennis, je rappelle, c'est pas que le tennis, c'est pas que le haut niveau, c'est pas le tennis loisir, c'est le tennis dans toute sa splendeur. Et c'est nous, Ligue. Si nous, Ligue, on n'est pas porteur de ça, de ce message-là, je ne sais pas qui sera porteur. Et on va voir que cette affaire de tennis santé est une formule gagnante pour tout le monde, les patients, les professionnels de santé, les clubs et les enseignements professionnels de tennis qui vont se succéder ici sur ce plateau à l'occasion des 3 tables rondes. Reste à vous saluer, vous remercier. Patrice Brûlé, mesdames, messieurs. Oui. Alors, un tout petit mot, je voudrais remercier tous les gens, je ne vais pas les nommer, mais tous les gens qui sont présents, qui sont devant moi, pour tout ce qu'ils donnent aussi pour le tennis santé. Je les rencontre assez souvent ici à la Ligue des Hauts-de-France. J'espère qu'ils se plaisent à revenir et qu'ils se plairont aussi à revenir encore à nouveau parce qu'on va leur demander de revenir. Et je les remercie encore. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Alors pardonnez le son qui sort de ce micro, on est sur un court couvert, je ne suis pas sûr que ce soit super agréable, mais on est en train d'ajuster ça au millimètre. Est-ce que ça convient, la façon dont parler? Je crois qu'il ne faut pas que je crie trop fort, mais on va faire en sorte que ce soit le plus agréable pour vous
tout de suite. Allez, sans plus attendre, on va accueillir nos premiers invités et lancer cette première table ronde. Je vous prie d'accueillir le docteur Martine Bisset et le docteur Anne Gire. Voilà, venez par ici. Mesdames, on va faire les présentations. Voilà, ici au centre de la scène, Martine Bisset, vous êtes dirigeante de tennis depuis des années, présidente de club. Vous êtes actuellement secrétaire générale du comité de tennis de l'Hérault, vice-présidente de la Ligue Occitanie. Et vous êtes élue au COMEX de la Fédération française de tennis depuis 2021. Et également, vous êtes docteur, donc médecin urgentiste au SAMU de Montpellier. Bienvenue à vous, merci d'être venu ici dans le Nord pour parler tennis santé avec nos invités ce soir. À vos côtés, Anne Gire, vous êtes médecin de la Fédération française de tennis en charge du programme tennis santé. On va commencer avec vous, chère Anne. Difficile de m'entendre hein, pour le retour. Ouais, ça résonne beaucoup. Mais si vous, voilà, je me rapproche pour lire sur mes lèvres. Donc on va commencer avec vous. Le tennis, c'est bon pour la santé. Vous en êtes convaincu. Et pour bien comprendre, vous allez nous présenter un certain Bruno. Qui est Bruno ? Bruno, c'est un ancien militaire qui a eu le malheur d'avoir un myélome, d'être obligé de subir une greffe de moelle, qui a passé un long séjour en chambre stérile. Et à la sortie de l'hôpital parisien où il était pris en charge, il est arrivé dans l'hôpital de Bligny, dans l'Essonne, qui est un hôpital dans lequel il y a un service d'hématologie de soins de suite. Cet hôpital est un ancien sanatorium qui est dans un magnifique parc et là, il y a un court de tennis. Donc, le chef de service d'hématologie s'est dit qu'elle allait intégrer le tennis dans le parcours de soins de tous ses patients. Donc, les patients arrivent, ils sont alités et ils ne tiennent pas debout. Et on leur explique que dans 48 heures, ils vont aller se rendre sur le court de tennis. Ils sont un peu étonnés, mais vous allez voir la suite. Donc Bruno est arrivé à Bligny et il nous a expliqué qu'en arrivant, il nous a dit « Je n'étais plus qu'un corps, je n'existais plus ». Le tennis aura été une activité essentielle dans ma prise en charge. Cela m'a permis de retrouver la confiance en moi que j'avais perdue. Et après chaque séance, j'avais l'impression d'avoir gravi une marche supplémentaire vers le retour à la vie normale. Après chaque séance de tennis, j'ai l'impression d'avoir gravi une marche supplémentaire vers le retour à la vie normale. Alors voilà, on vous souhaitait rentrer par cet exemple de Bruno. Et il n'y a pas que Bruno et vous, Anne, qui affirmez que le tennis est bon pour la santé. Une étude britannique récente le prouve. Le journal de M6 en est fait l'écho. Cela date de décembre 2022. On va regarder ça en images. C'est parti. Faire du sport, c'est bon pour la santé, nous dit-on, mais certains sports sont meilleurs que d'autres. Une étude britannique classe les jeux de raquettes en tête des plus bénéfiques pour la santé et notamment pour augmenter notre espérance de vie. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions et pour y répondre ce soir, notre sportive fan de la tenniswoman Anna Kournikova, Vicky Bogart. Alors Vicky, quels sont les sports les plus bénéfiques pour l'espérance de vie ? Eh bien Nathalie, vous l'avez dit, ce sont les sports de raquettes, en particulier le tennis, le squash et le badminton, si l'on en croit donc cette étude britannique réalisée pendant 9 ans sur plus de 80 000 adultes. Plus précisément, le risque de décès chez ces sportifs diminuerait de 47% par rapport aux autres personnes qui ne pratiquent aucun sport. Sur la deuxième marche du podium, la natation, avec un risque de mortalité, toutes causes confondues, qui baisse de 28%. Et enfin, le fitness avec l'aérobic ou encore la zumba, par exemple. Alors c'est un peu surprenant quand même ces résultats. On n'imagine pas forcément le tennis ou le badminton en tête. Oui, pour le grand public, c'est surprenant, mais pas pour les experts. Les sports de raquettes, ce sont des enchaînements d'accélération et de courts intervalles de repos, ce qui est bénéfique pour les poumons et le système cardiovasculaire. De plus, il est très facile de moduler l'intensité des sports de raquettes, c'est-à-dire de jouer de façon plus lente,
plus relax. Il est donc possible de les pratiquer plus longtemps et à tous les âges. Enfin, ce sont des sports complets qui mobilisent tous les muscles et qui font travailler l'équilibre. Ils maintiennent donc en forme à plus long terme. Voilà pour le résumé de cette étude britannique. Faire du sport. Il y a eu également une étude danoise qui est sortie. Qu'est-ce qu'elle dit rapidement, cette étude danoise? Alors, 2 ans après, une étude danoise de la même importance est venue confirmer ces résultats, mais en prenant comme indicateur non pas la mortalité, mais l'espérance de vie. Et ils ont individualisé le tennis parmi les sports de raquettes. Eh bien, c'est le tennis qui arrive encore en tête, loin devant les autres disciplines, avec une espérance de vie de 9,7 ans. Donc vous voyez, quasiment 10 ans. Et les scientifiques, les auteurs, expliquent que pour eux, eh bien, c'est le fait de jouer et d'interagir entre plusieurs personnes qui va sans doute amplifier tous les bénéfices de cette discipline. Alors, vous êtes convaincu, le tennis coche toutes les cases à la volée, et c'est bon pour tout ça, apporte plein de choses, le tennis. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et tous les jours, on retrouve des cases supplémentaires. Donc maintenant, on se dit, oui, il coche quasiment toutes les cases. L'APS, hein, l'activité physique et sportive, c'est ça? Oui. Contribue au maintien ou à l'amélioration de la condition physique. Il y a toute une liste, allez-y, hein, vous pouvez donner tous les points, prévention des pathologies chroniques, tout ça, allez-y. Je pense qu'on va le voir avec nos médecins qui nous ont fait la gentillesse de venir, que le tennis semble un sport absolument idéal. Ça, c'est formidable pour la prévention des chutes parce que ça permet de faire travailler l'équilibre, les réflexes. Ça prévient l'ostéoporose puisque c'est un sport d'impact et c'est ce qui permet d'entretenir l'os. Et puis d'un point de vue cognitif, eh bien, ça fait travailler la concentration, ça fait travailler les réflexes. Et on s'aperçoit maintenant que le fait de suivre une trajectoire de balle, eh bien, c'est une des meilleures choses pour entretenir ces neurones. Et puis c'est ludique, ça entraîne beaucoup de liens sociaux et c'est essentiel pour la santé mentale. Ça permet effectivement de lutter contre l'isolement et la dépression notamment. Voilà, absolument. Docteur Martine Bisset, on va remonter à la genèse du tennis santé très rapidement. Tout part de la loi santé du 26 janvier 2016 avec le ministère qui fait des demandes aux fédérations et donc notamment à la Fédé de tennis. Voilà rapidement la genèse et puis vous enchaînez sur le cœur du projet. Ce sera ma deuxième question ensuite. Voilà, rapidement la genèse. Oui, donc dès le début de la loi santé, il y a une dizaine d'années, le tennis... au niveau de la fédération, s'est rapidement pris en main et a monté un dossier expliquant donc son projet dans le cadre du tennis santé, a établi donc des protocoles avec des experts qui sont là et qu'on verra tout à l'heure avec nous. Il a choisi également de faire un maillage sur le terrain et comme disait M. Brulès tout à l'heure, les ligues sont au centre du dispositif fédéral avec des trinômes donc, qui ont été créés dans chacune des ligues. Ce trinôme, il est constitué d'un enseignant, d'un conseiller en développement et d'un médecin. Et c'est eux donc, qui, après venir au niveau de la fédération et avoir toute une formation et des remontées d'expérience et beaucoup de travail au sein d'un groupe, vont dans leur territoire développer le tennis. Parce que oui, il y a des choses qui sont communes partout, mais il y a vraiment des éléments très spécifiques dans les régions et il est important de pouvoir développer vraiment au sein du territoire. Voilà, le cœur du projet, un trinôme dans chaque ligue avec un médecin, le conseiller en développement et un enseignant. Un mot sur la formation des diplômés d'État, des DE, des enseignants. Voilà, donc le deuxième volet important, c'était de donner aux enseignants une formation pour leur permettre d'être rassurés auprès de publics cibles, porteurs de pathologies et étant fragiles, et
c'est vraiment le cœur de leur métier parce qu'ils ont la formation pour. Le tennis, c'est grâce à leur enseignement qui est adaptable, modulable, avec du matériel adapté, ils arrivent à faire des choses extraordinaires avec les patients. Et vraiment, il y a une adaptation de cet enseignement. Donc, au niveau de ces formations, il y a tout un versant pathologie qui est abordé. Et ensuite, il y a vraiment des séances qui sont mises en place avec les patients eux-mêmes et donc des retours d'expérience et des gens qui ont déjà mis en place depuis de longues années du tennis santé qui viennent apporter leurs connaissances aux nouveaux enseignants qui veulent s'y mettre et donc il y a une véritable compagnonnage et une véritable formation qui est décentrée au sein des ligues. Formation des enseignants et puis valorisation des clubs qui se lancent dans le tennis santé, vous les labellisez. Également, oui, une fois qu'il y a une volonté des dirigeants et de l'enseignant de s'investir dans la démarche sport-santé, une fois que l'enseignant est formé, on a la possibilité, donc, sur leur demande, de labelliser les clubs. On labellise également maintenant les ligues et les comités départementaux pour pouvoir être un petit peu des animateurs dans leur région. Et donc, cette labellisation est pas le Graal, mais ça permet de dire oui, voilà, on est formé, on s'investit, on a envie de bien faire. Le programme Tennis Santé consiste à proposer des séances ludiques adaptées à chaque personne, des séances sécurisantes, progressives et régulières. Séances sécurisantes, progressives et régulières. On n'a pas bien, on va préciser la cible. À qui s'adressent ces séances de tennis santé ? Alors, la cible est très importante puisque beaucoup de pathologies, donc au départ, on a commencé avec les patients atteints de cancer, et en particulier avec les cancers du sein. Ensuite, on a eu la diabétologie, l'endocrinologie, puis de la rhumatologie, plus récemment donc le Parkinson, l'Alzheimer. Et puis, il y a toutes les personnes qui vieillissent. Donc le vieillissement est une cible également. Les personnes sédentaires, c'est aussi une cible. Donc si on fait le total de tous ces patients sédentaires, vieillissants, et tous ces patients qui sont atteints de maladies chroniques, je n'ai pas parlé donc bien sûr de la cardiologie également, des patients hypertendus, des patients obèses. Donc on a un large panel de personnes à qui le tennis santé peut s'adresser. Un large panel de personnes à qui le tennis santé est destiné. Vous le disiez toutes les deux dans votre propos, il faut souligner que c'est en collaboration avec le CNOSF et des experts dans chaque spécialité médicale. La Fédé a développé des protocoles adaptés à chaque public cible. Vous avez précité 2 de nos invités sur 3. On va les accueillir justement, ces médecins spécialistes. Je vous prie d'accueillir le docteur Caroline Cuvier, le docteur Nicolas Bayle et le professeur Étienne Larger. On prend un micro au passage. On n'a pas forcément 5, mais on va se le partager. Voilà. Bonjour madame, prenez place. Bonjour messieurs. Voilà, nous sommes au complet pour cette première table ronde. Docteur Caroline Cuvier, vous êtes cancérologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Soyez la bienvenue. Nicolas Bayle, vous êtes responsable de l'unité de neurorééducation et coordinateur de parcours ambulatoire des patients parkinsoniens au GHU Henri Mondor, c'est à Créteil. Bienvenue professeur Étienne Larger, vous êtes chef du service de diabétologie de l'hôpital Cochin. Nous sommes à Paris. Vous êtes athlète, loisir, adepte du sport santé vous-même, car vous donc pratiquez l'athlé à vos heures perdues. On va commencer avec vous, professeur. On a tous en tête le joueur allemand Alexander Zverev, ceux qui se souviennent de Roland-Garros 2023, atteint de diabète, lui, de type 1, qui se pique, vous avez vu, au changement de côté à Roland-Garros. Dans notre affaire ici sur le tennis santé, on parle plutôt des personnes atteintes de diabète de type 2. On va expliquer la différence, diabète de type 1, diabète de type 2, c'est quoi la différence ? Alors, merci à tous. En réalité, je vais vous dire, vous prenez la liste là derrière. On va coller bien le... Prenez la liste derrière, mes patients, ils cochent toutes les cases
et en particulier Alors la liste, vous la cachez, dernière, la sédentarité. Donc on peut avancer. Tout est... Alors on va tuer le décor, je prends le risque que tout se casse la figure, mais si vous voulez qu'on lise la liste, on va faire ça. Donc je vais tenir, regardez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde sur cette liste? Toute la liste. Alors, je vous épargne éventuellement un peu le cancer, je commence ensuite sur tout, et je m'arrête à sédentarité, parce qu'au fond, la sédentarité est au cœur même de la physiopathologie du diabète de type 2, et c'est là-dessus que nous souhaitons, c'est vraiment notre première arme thérapeutique, arriver à remettre ces patients en action, et c'est vraiment au cœur de notre activité, c'est ça, remettre en action. C'est ça. Je laisse en façade. Manuel, ça va? Si on laisse ici, comme ça, vous appuyez sur ce qui est inscrit ici pour toute la liste des... Et je vous jure, à part le cancer, ils arrivent à cumuler tout à la fois, donc c'est parfait. D'accord, donc voilà, vous prenez note. La différence entre diabète type 1, type 2, vous l'avez faite? C'est quoi la différence? Alors, le diabète de type 1, on l'a vu avec Alexander Zverev, c'est le diabète insulinodépendant qui survient plutôt chez des sujets jeunes. Et souvent, ceux-là, on n'a pas de mal à les mettre au sport. Au contraire, ils se lancent des défis absolument incroyables. Alexander Zverev le fait par défi aussi de se piquer. Il n'a pas besoin de se piquer devant tout le monde. Il le fait par défi pour montrer ce dont il est capable. Des défis absolument incroyables, comme de partir de la mer Morte à vélo pour aller au sommet de l'Everest à pied. Ils adorent ces défis. Donc, ceux-là, on n'a pas besoin de les bouger. Les diabétiques de type 2, qui représentent l'essentiel des patients diabétiques, on rappelle quand même qu'après 60 ans, c'est 20% de la population française qui a un diabète de type 2, 20% des patients qui sont concernés par cet ensemble de pathologies et ce bénéfice maintes fois démontré de vaincre la sédentarité. Et 6% de la population totale, c'est ça? La population française, 6%? 20% après un certain âge, dans la tranche d'âge au-delà de 60-80 ans, 20% des personnes sont diabétiques. Et vous nous dites, vous assénez le fait que l'activité physique est donc un réel traitement du diabète de type 2 avec une notion de plaisir qui est importante. Alors, donc, c'est un réel traitement parce qu'à la base du diabète, il y a ce qu'on appelle la résistance à l'action de l'insuline. Et cette résistance, c'est des muscles gorgés de graisse. Et le seul moyen de faire partir cette graisse dans les muscles, c'est de les faire bouger. Donc, on voit là. L'autre point, c'est que ces patients, ils ont un certain âge. Ils sont malhabiles, ils sont souvent obèses, ils n'ont pas envie de se montrer à la piscine, ils ont un corps dont ils ne savent pas bien trouver les repères. Et si on veut les entraîner, l'aspect ludique est absolument essentiel parce qu'ils ne trouvent aucun plaisir à aller marcher, à aller promener le chien, à aller nager, à aller pédaler. Ils n'y trouvent aucun plaisir et on a vraiment besoin d'activités qui leur permettent à la fois le plaisir et le bénéfice thérapeutique. Et donc le tennis a un avantage, si on vous comprend bien, si je puis dire, sur la natation et la course à pied pour les raisons que vous venez d'évoquer. Absolument. Nos patients détestent se montrer à la piscine avec leur corps gros, malhabile. Les autres bénéfices du tennis, c'est cette capacité à jouer avec des balles plus lentes, à jouer avec des raquettes qui permettent de compenser ce corps malhabile, maladroit, et qui permet donc de trouver le plaisir tout en valorisant. Je crois qu'on trouve autant de plaisir à marquer un point avec une grosse balle, une grosse raquette que sur le court central de Roland-Garros. Voilà pour les patients atteints de diabète de type 2. Docteur Caroline Cuvier, vous êtes, on le rappelle, cancérologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. On va commencer, vous amener, elle s'affiche là pour vous et vous, mesdames, messieurs, sur les écrans de part et d'autre de la salle, quelques statistiques et des statistiques pour commencer concernant les personnes, les patientes atteintes d'un cancer du sein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne comme chiffre que vous affichez là? Un des grands bénéfices du sport, de l'activité physique pour les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein, c'est que pratiquer une activité physique régulièrement, ça diminue le taux de récidive. Alors, on guérit beaucoup de cancer du sein, on fait plein de progrès, mais quand il y a récidive, c'est inéluctablement
on se dirige vers le décès de la patient. Donc il faut diminuer les récidives et l'activité physique y participe. Là, bon, pour les cancérologues, c'est un groupe qui est très connu, c'est les Américains qui suivent des infirmières, des milliers d'infirmières qui sont très consciencieuses pour remplir les questionnaires, donc qui expliquent toute leur vie, ce qu'elles mangent, comment elles dorment, quelle activité physique elles font en particulier. Et donc on a montré, là, c'était les infirmières qui avaient eu un cancer du sein. Vous voyez, la plus grande barre, c'est les récidives pour celles qui font très peu de sport. Bon, il y a l'unité en bas, mais ce n'est pas très important. Plus vous allez, alors pour vous, c'est vers la droite du schéma, plus la dame fait du sport. Les dames font du sport. Vous voyez, celles qui ne font pas de sport, c'est la barre la plus haute, c'est celles qui récidivent le plus. Et plus elles font du sport, on avance dans l'histogramme, moins elles ont de récidives. Donc, merci de légender le graphique, effectivement. Voilà un exemple avec les 3000 infirmières américaines. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'avais mis aussi un schéma qui reprend plusieurs études publiées, des vraies études menées de façon très scientifique, qui montrent que le fait d'avoir une activité physique après un cancer du sein, en plus des traitements conventionnels, médicaux, ça diminue les récidives et ça ressort de façon maintenant indiscutable. Pratiquer le plus tôt possible après un cancer du sein, une activité physique, ça diminue les récidives et ça diminue les décès. On a, je crois, notre méta-analyse, commentaire là-dessus. Oui, donc ça c'est bon, voilà, ça marche pour diminuer les récidives et les taux de décès. Après, il ne faut pas marcher un quart d'heure de temps en temps, ça ne suffit pas. Il faut au moins 2h30 par semaine avec une activité un peu modérée ou intense, pour un peu transpirer. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, donc on fait très rapidement, vous avez compris le principe d'une table ronde. Évidemment, nos invités restent à votre disposition tout à l'heure à l'issue de ces 3 tables rondes pour discuter évidemment plus avant. Docteur Nicolas Bayle, spécialiste de la maladie de Parkinson, vous, pour bien comprendre, on va rentrer par l'exemple. En fait, je peux faire le parallèle très facilement avec le diabète. Ah bah très bien. Mettez à portée, à rapprocher. Vous allez me dire, le diabète et la maladie de Parkinson, c'est quand même 2 univers assez éloignés, mais le point commun central, c'est la sédentarité et petit à petit l'abandon, ou en tout cas le mouvement qui est rendu plus difficile. Et c'est vraiment la caractéristique de nos patients parkinsoniens. Deuxième cause de situation de handicap moteur après l'accident vasculaire, et c'est une maladie très insidieuse dont les patients ne se rendent pas compte tout de suite, mais qui va très progressivement limiter les capacités de mouvement de nos patients. Et l'être humain est fait de telle façon que quand on bouge moins, quand c'est plus dur de bouger, on bouge encore moins et le mouvement devient encore plus dur. Et c'est un vrai cercle vicieux qui, chez ces patients neurologiques, comme chez beaucoup de vos patients, conduit à la sédentarité. La sédentarité conduit à la majoration des difficultés. Et pendant très longtemps, on avait un médicament qui permettait de redoser le mouvement, entre autres la dopamine, dont les sportifs dans cette salle ont déjà entendu parler, qui est l'hormone sécrétée et utilisée lors de la pratique du sport à certaines intensités. Ce médicament avait la chance de corriger beaucoup de choses, mais pas d'empêcher la progression de la maladie. Et on disait aux patients, il ne faut pas faire de sport, ça va vous fatiguer, il faut limiter l'activité, etc. Et on s'est rendu compte qu'en les faisant travailler très tôt avec des sports comme le tennis, qui permettent de corriger l'ensemble des mouvements qui vont être altérés dans cette pathologie-là, l'amplitude du mouvement, la capacité de mouvement de l'axe du corps, les capacités d'équilibration des patients, tout, comme l'a dit la journaliste tout à l'heure, tout en travaillant l'intensité, le travail très fractionné, donc en luttant contre le déconditionnement à l'effort et en travaillant en équipe sur des tâches qui demandent de l'attention, travailler aussi l'aspect cognitif qui est altéré chez nos patients. On avait toutes les vertus de plusieurs sports dont les bénéfices ont été montrés pour améliorer les patients et ralentir la progression et resociabiliser, désédentariser nos patients, les remettre dans le mouvement et dans la société et dans les gens. Il faut préciser que dans les cas de personnes atteintes de maladie de Parkinson, il y a un obstacle, c'est l'obstacle de la motivation, c'est ça? Exactement. Il faut bien être entouré par la famille pour pousser à la reprise du sport. C'est ça. En fait, on est dans une pathologie où vous connaissez tous
en tout cas, beaucoup d'entre vous connaissent les problèmes du mouvement, les problèmes moteurs. Beaucoup connaissent certains problèmes cognitifs, de mémoire, d'attention, de concentration, et très peu connaissent les problèmes liés à la perte de motivation. Là encore, la dopamine est une hormone qui va, un neuromédiateur qui va gérer l'émotion, le stress, la motivation. Et ces patients-là, petit à petit, vont perdre l'étincelle qui conduit à aller faire les choses. Et cette perte de motivation contribue à la sédentarisation de nos patients. Et trouver des clubs avec des gens qui regroupent des sujets sains, plus ou moins âgés, seniors, des coachs avec plus ou moins d'expertise avec les patients ou pas d'expertise avec les patients, et parfois des patients experts, permet de sortir quand on n'est pas suffisamment encadré ou avec des gens motivés pour nous emmener dans ces associations-là, permettent de se remettre dans la vie sociale et dans la vie du sport, et avec tous les événements organisés par les clubs et les associations, de retrouver une vraie sociabilisation et passer outre ces phénomènes d'amotivation qui sont pérennisés à domicile. Alors, madame, messieurs, les représentantes Martine Bisset et Anne Gire de la Fédé ont dit le tennis coche toutes les cases. Vous êtes confirmé à 100%, il y a bien une nuance peut-être, ou zéro nuance? Pour moi, oui, d'autant plus quand on prend ce sport tôt et qu'on remet les patients dans le mouvement tôt. Bien évidemment, plus la situation neurologique, alors c'est peut-être moins vrai pour d'autres pathologies, plus la situation neurologique est avancée, plus il va être difficile de trouver les ressorts pour amener au sport. Mais on en discutait tout à l'heure tous les deux. En fait, rien n'est impossible, et même chez des patients avec une mobilité très réduite ou shooters avec des troubles cognitifs avancés, le tennis a cette possibilité d'adapter et les terrains à toutes les salles et les instruments à tous les patients. Vous voulez ajouter quelque chose? Il coche toutes les salles, alors déjà pour toutes les cases, ouais. Toutes les cases, oui, déjà pour cet aspect diminution des récidives. Je disais, il y a un seuil, il faut un minimum d'activité physique pour diminuer les récidives, et donc il faut des sports qui motivent, des sports qui attirent, des sports qui retiennent les gens, et faire du petit vélo, c'est montré d'ailleurs, hein, faire du vélo d'appartement chez soi, ça marche moins bien. Au niveau de qualité de vie, mais aussi récidive, parce que les gens ne le font pas régulièrement, ils laissent tomber, dès qu'ils sont un peu moins à l'hôpital, qu'on n'est plus là pour les encourager, ils laissent tomber. Aller courir tout seul chez les gens qui avant ne couraient pas, c'est un leurre, ils ne vont pas continuer. Le tennis est un sport social où il y a de l'interaction, et puis qui est un jeu. On joue au tennis, ça motive énormément les patientes, et c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé, le côté retrouver les autres et jouer, c'est fondamental, et ça permet de cette pérennité de la pratique de l'activité physique. Professeur? Oui, pour le diabète, on dit qu'il y a un effet seuil, mais je ne crois pas. Il y a un effet dépendant de la dose. Plus on en fait, meilleur c'est. Et donc, si on peut se lancer, si c'est 3 fois 10 minutes, c'est mieux que 3 fois 0. Si c'est 3 fois 3 heures, c'est encore mieux. L'autre point, effectivement, on a parlé vieillissement. Il ne faut pas oublier qu'on est aujourd'hui exposé au diabète de type 2 chez les jeunes adolescents, et c'est cela avant tout sur lesquels il va falloir faire un effort de prévention et les accompagner sur une activité physique ludique pour un vrai traitement. Est-ce que le tennis coche toutes les cases? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas une case qu'il ne coche pas. Alors, on avait discuté des possibles effets indésirables du traitement du diabète sur le tennis. Les hypoglycémies, aujourd'hui, c'est une affaire du passé dans le diabète de type 2. Reste juste à toute personne qui encadre un patient diabétique à s'assurer de la qualité de son chaussage, et ça, c'est clé, la qualité du chaussage dans tous les sports pour un patient diabétique, mais en particulier dans le tennis. Très bien, on a la possibilité de vous approcher le micro, mesdames, messieurs, pour une ou deux questions avant de terminer cette première table ronde. N'hésitez pas à lever la main, et nos invités se feront un plaisir de répondre à vos questions, vos remarques, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas maintenant en public, encore une fois, nos invités sont là tout au long de cette soirée, en tout cas après la troisième table ronde, pour répondre à vos questions de façon plus intime. Est-ce qu'une main se lève? Non, pas encore. On donne la chance. N'hésitez pas, c'est bon pour vous? Ok, tranquille. Du coup, juste, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais complètement aller dans votre sens sur l'effet seuil. Je pense qu'il faut qu'on arrête, nous aussi, humains
autre que médecin, en tant qu'être humain, de limiter nos patients. Et 5 minutes, c'est mieux que 0 minutes par jour, quelle que soit l'activité physique. Et effectivement, et c'est particulièrement vrai en neurologie, et c'est particulièrement vrai chez nos patients, la première chose qu'on va améliorer chez un patient sédentaire, c'est pas sa pathologie neurologique, c'est le fait qu'il ne soit plus habitué à l'effort, quel qu'il soit. Et le fait de le faire marcher ou lui faire faire quelques activités par jour l'améliorera de toute façon. Par contre, comme tu disais, si on va lui faire faire de la musculation 3 fois par semaine avec un programme, une application vidéo et des gens qui font 3 séries de 10 mouvements, au bout de 15 jours, il ne fera plus comme la plupart d'entre nous, sans la motivation d'un coach, d'un groupe de copains qui font du sport avec nous. Donc il n'y a pas d'effet seuil, plus on en fait, plus on corrige, mieux on le fait, mieux on encadre, plus on améliore, mieux on améliore les symptômes. Mais il faut toujours inciter à aller vers, et c'est en allant vers qu'on fera plus. Et le sport santé, c'est pas de chrono, pas de score, pas de compète, pas de comparaison à l'autre, c'est chacun fait ses petits pas. Voilà. J'arrive. Bonsoir madame. Je vais prendre un micro ici au passage. Hop. On va vous demander de vous lever, vous présenter avant de poser votre question. Bonsoir madame. Bonsoir à tous, je suis Anne-Sophie Pinabio, je suis enseignant DE tennis santé au tennis club de Ronchin, ici dans la métropole, et je profite de votre expertise et expérience, parce que des fois je suis confrontée à un problème, il y a des dames qui viennent de se faire... d'avoir un curage au niveau des ganglions. Elles me disent qu'elles ne peuvent pas pratiquer le tennis. Et du coup, nous, en tant qu'éducateurs, on est un peu limité. Moi, je ne sais pas trop quoi répondre. Donc, en fait, si je comprends bien, ce sont les dames qui disent « on m'a dit que je ne peux pas ». Voilà. Ceux-là, il faut les dénoncer au Conseil de l'Ordre, les médecins qui disent ça. On m'a dit que, oui, c'est ça. D'abord, il y a de moins en moins de curage déjà. Les curages, on enlève plein de ganglions sous le bras. On a beaucoup désescaladé, c'est beaucoup moins invasif. Maintenant, on enlève 1 ou 2 ganglions. C'est vrai, les curages, c'est ce qui donnait à l'époque, il y a longtemps, des gros bras, surtout chez les gens en surpoids d'ailleurs. Le gros risque de gros bras, c'était le surpoids. Maintenant, c'est beaucoup moins délétère. Il y a une limitation pendant 3 semaines, le temps que ça cicatrise, comme dans le sein. Une fois que c'est fini, ça, on s'en fout complètement. Au contraire, le risque, c'était ce gros bras. C'est démontré, c'est formellement démontré. Ça n'augmente pas le risque de gros bras, l'activité physique, et ça ne majeure pas un lymphodème, un gros bras, s'il est déjà là. Donc, il n'y a absolument aucune contre-indication. Alors, il faut faire attention, les écouter si elles ont mal, parce que ça peut tirer, il y a des adhérences. Souvent, au début, elles font de la kiné en même temps pour masser les cicatrices. Il faut écouter, si elles ont un peu mal, on va plus doucement, mais il n'y a aucune contre-indication. Super. Là, c'est formel. Merci beaucoup, mais je pense qu'il y a d'autres profs qui sont un peu gênés avec ça. Donc c'était intéressant, merci. Voilà, vous avez la réponse. Alors figurez-vous, madame, que notre table ronde et notre soirée est enregistrée. Ce que vous allez faire, c'est dans quelques jours, vous allez sur Facebook ou sur YouTube, aller chercher la réponse cash de notre oncologue et aller montrer ça à qui il faut dans votre club de Ronchin. Et donc, mesdames, messieurs, c'est l'occasion de vous signaler que tout cet événement est enregistré, donc vous pourrez calmement aller revoir les meilleurs moments très bientôt. Dernière question, petite question et une réponse ciselée. Dernière chance, c'est bon pour vous? Très bien, le mot de la fin avec Anne Gir est sur l'image finale, sur la définition de la santé. Oui, la définition de la santé donnée par l'OMS, c'est que ça correspond à un état de complet bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc vous comprenez pourquoi le tennis, finalement, ça a l'air d'être le meilleur des sporticaments. Voilà, n'oubliez pas de prendre vos sporticaments, mesdames et messieurs. On reste à vous remercier, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Merci.